Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le premier numéro de la semaine de votre émission Le Niger sur Kalangu. À la présentation, je suis Nafissa Domzirfo, à mes côtés Mokhtar Hamadou. Bonsoir Mokhtar, comment tu vas? Oui, bonsoir Nafissa, je vais super bien, alhamdulillah. Et toi? Je vais bien aussi, Mokhtar. Nos salutations à notre technicien du jour, Seni Saka, et la chef d'édition Adama Dawaki. Alors, on propose quoi à nos invités ce soir? Nafissa, aujourd'hui, nous sommes lundi, il y aura la rubrique justice. Vous aurez aussi l'écho des régions, la paille sport et la rubrique loti de ce soir. Dans cette émission, chers auditeurs et auditrices, vous aurez aussi de la bonne musique 100% nigérienne. Dans l'entretien du jour, le chargé des affaires culturelles et traditionnelles à la cour du chef de canton de Gaïa nous fait découvrir les Gounous, un groupe ethnique de Gaïa, région de Dosso. Et c'est parti pour 35 minutes d'information, d'éducation, de divertissement via nos radios partenaires. Chères auditrices, auditeurs, merci de nous recevoir chez vous. Mais avant d'entamer l'entretien du jour, nous vous proposons une note musicale. Alors, Nafissa, qu'est-ce qu'on fait écouter à nos auditeurs? On écoute le titre Beidou du groupe Soga. Mokhtar, ici, Aïchatou parle donc de la place vraiment qu'occupe une femme, une jeune mariée dans son foyer lorsqu'elle sait bien cuisiner, lorsqu'elle sait bien entretenir son foyer, c'est ça? Nafissa, nous allons d'abord commencer par rendre un vibrant hommage à Aïchatou Ali Soumaïla, alias Aïchatou Dankwali, qui vient de convoler Just Nous le week-end passé. Voilà, ici, dans nos traditions, de la tradition Zama que je connais, je maîtrise parfaitement. Et quand une femme sait préparer des mets délicieux, quand une femme sait s'habiller, vraiment, elle va conquérir tout le monde son entourage. Exactement, son mari, ses frères. Exactement, Nafissa. C'est de cela que la cantatrice Aïchatou Ali Soumaïla, alias Dankwali, est en train de chanter. Voilà. Exactement.
Alors, c'était là le titre Beidou du groupe Soga. Une fois de plus, à toutes nos félicitations à Aïchatou Dita Dankwali. Nous en venons donc à l'entretien du jour Mokhtar. Les Gounous sont un groupe ethnique de Gaïa étroitement lié au Sonrai et profondément enraciné dans l'espace culturel du Dandi, dépositaire de savoirs mystiques et de rites traditionnels transmis de génération en génération. Ils jouent un rôle important dans la préservation de l'identité et de l'équilibre social local. Nafisa, dans la première partie de cet entretien réalisé par notre correspondant sur place à Gaïa, Fadel Alou, Harounana Anchi, chargé des affaires culturelles et traditionnelles à la cour du chef de canton de Gaïa, nous fait découvrir ce groupe ethnique. Les Gounous sont un clan de la dynastie Sonrai, depuis le Mali jusqu'ici. Alors les Gounis, on les appelait Si, ce sont des Songwanché qui sont initiés dans la tradition Sonrai pour autres activités traditionnelles. Ce sont les Gounous qui font la circoncision des jeunes garçons. Ces Gounous-là sont un clan de la dynastie Sonrai qui sont venus de Mali et un peu repartis au Niger. Et donc il y a des Gounous au Ghana, il y a des Gounous au Bénin, il y a des Gounous à Burkina Faso, Soudan, partout où on peut retrouver des Jarma ou des Sonrai, les Gounous sont là-bas aussi. Monsieur Harouna Hanchi, les Gounous Sonrai se sont installés comment ici même dans le département de Gaïa et particulièrement même dans le Dandi? L'empire Sonrai est très vaste. Si vous l'avez appris dans l'histoire, on dit l'empire Sonrai s'étend jusqu'à Kano, jusqu'au Burkina, jusqu'au Ghana, une partie aussi du Bénin. Alors, j'ai dit partout où sont les Sonrai, il y a les Gounous aussi. Donc, ils ont quitté le Mali. Partout où ils vont, s'ils sont au Bénin, ils sont dans le royaume, ils sont dans l'empire de Sonrai. Et encore, après la guerre de Tondibi, quand la dynastie Sonrai a perdu la bataille, il y a certains aussi des Gounous qui ont suivi la descente du fleuve et venir dans le Dandi. Aujourd'hui, s'il y a des Gounous à Gaïa, c'est pendant ce temps-là. S'il y a des Gounous au Bénin, c'est pendant le même moment. Et au Nigeria aussi. Comment reconnaître les Gounous et quelles sont les caractéristiques qui les différencient particulièrement des autres groupes ethniques qui sont ici à Gaïa? Ce sont eux qui vomissent la chaîne. Les Gounous sont des personnes très douées en pouvoir traditionnel, en mystique. Ils sont d'ailleurs les descendants de Soni Alibert. Ils ont un pouvoir très large. Vous voyez. Donc, ces Gounous-là, on les appelait Si, qui sont tellement doués dans l'initiation du pouvoir mystique. Alors Mokhtar, avant de poursuivre l'entretien, nous allons une fois de plus souffler en musique et nous restons encore à Gaïa. Nous vous proposons Gossi de la troupe de Gaïa, région de Dosso. Say
Retour à présent au studio Soumana Amadou après cette pause musicale pour entamer la deuxième partie de l'entretien de ce soir avec Haruna Anchi qui évoque la place qu'occupent les Gounous dans la culture du Dandi. Il les présente comme des gardiens des rites et de savoirs traditionnels ancestraux transmis de génération en génération qui structurent la vie sociale, spirituelle et culturelle des communautés. À travers leurs pratiques, les Gounous contribuent à la préservation de l'identité du Dandi et au maintien de l'équilibre culturel qui fonde la cohésion sociale. Quelle place occupent les Gounous et surtout les Sonrai dans la culture du Dandi ici à Gaïa? Ici à Gaïa, les Sonrai Maïga sont les Sonrai qui sont au pouvoir de la chefferie. Alors que les Gounous, eux, ils sont là seulement, on les appelle seulement quand il y a besoin de mystique. C'est-à-dire quand il y a besoin de circonciser les enfants ou bien de faire le Gwassi. Le Gwassi, autrement dit, vous avez entendu parler de Gwassi. Gwassi veut dire rendre propre la fille. D'abord, rendre propre la fille veut dire contrôler la santé d'abord de la fille avant même son mariage et superviser sa virginité avant le mariage. Parce que eux, les Sangotiers là, jamais ils ne donnent pas leur fille en mariage sans pour autant fouiller la fille, voir si elle est vierge ou pas. D'après l'histoire, on dit que toute personne est suivie d'un génie protecteur qui est avec la personne. Mais d'autres personnes, les génies qui sont derrière toi ne réagissent pas. Mais pour d'autres personnes, les génies réagissent en plein public. Donc les génies là qui réagissent sur leur propre personne en public, c'est ce qu'on appelle folley. Donc la personne fait des démonstrations qui montrent que vraiment cette personne n'est pas lucide. C'est ça folley. Que peindrait Gaïa si cette culture des Gounous arrivait à disparaître? Parce que tout à l'heure, vous nous avez expliqué autant de culture et de tradition et de l'importance aussi de ces Gounous-là dans le cadre de la tradition, de l'intronisation des Sarti, etc. Gaïa va perdre une ressource d'ailleurs qui est en voie de disparition, qui est le respect de nos us et coutumes. Je t'ai parlé de pouvoir mystique. Si les pouvoirs mystiques vont avec les ancêtres, alors c'est fini. On dit toute personne qui perd son histoire ne saura jamais là où il va. Si tu ne connais pas d'où tu viens, comment tu peux savoir là où tu vas? C'est comme, on dit, une vieille qui meurt, c'est comme une bibliothèque qui brûle. Est-ce que réellement ces différentes pratiques mystiques des Gounous existent encore, surtout avec la nouvelle génération? Aujourd'hui, la tradition devient de plus en plus difficile parce que aujourd'hui notre jeunesse ne respecte pas d'abord les supérieurs, ne respecte pas les ancêtres, ne se soumet pas. Donc la jeunesse ne profite d'aucun pouvoir qui leur permet de remplacer les ancêtres. Donc ça veut dire aujourd'hui, avec le comportement de notre jeunesse, toutes ces traditions ont tendance à disparaître. Vous voyez le problème. Studio Kalangu est un média de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, la Norvège et l'Union européenne. À présent, la rubrique Justice. Dans le vaste univers du droit civil, la notion de personnalité juridique demeure une pierre angulaire. Qui en bénéficie? Quels droits confère-t-elle? Et surtout, dans quelles circonstances peut-on la perdre? Autant de questions essentielles auxquelles le juriste Moussa Bachir a apporté un éclairage dans cet entretien avec notre correspondant à Agadez, Anissé Karim. Maître, qu'est-ce que c'est que la personnalité juridique en droit civil? La personnalité juridique, c'est l'aptitude à jouir des droits, être assujetti à des obligations et pouvoir faire valoir cela en justice. Il s'agit d'une capacité que le droit reconnaît à l'individu. Quand commence-t-elle? Elle s'acquiert à la naissance. En d'autres termes, c'est le jour que l'on naît que l'on acquiert la personnalité juridique, à condition que l'on naisse vivant et viable. Naître vivant et viable, c'est le fait de naître ayant le souffle de vie et tous ses membres corporels nécessaires. Qu'est-ce qui protège cette personnalité juridique? C'est les textes juridiques, à savoir les traités, les accords internationaux, les lois, les décrets, les règlements, l'arrêté, les décisions. Donc, selon la logique du
célèbre juriste autrichienne Hans Kelsen dans son emblématique ouvrage Théorie pure du droit. Est-ce qu'elle est reconnue aux seules personnes physiques? Elle est reconnue aux personnes morales aussi. Les personnes morales de droit public, notamment l'État, les collectivités territoriales, décentralisées, les établissements publics, les gouvernements d'intérêt général, les personnes morales de droit privé, les associations. Quels sont les éléments cruciaux de la personnalité juridique? Nous avons la jouissance des droits. C'est bénéficier de la panoplie des droits que le texte mentionné prévoit. Il y a l'assujettissement aux obligations. C'est un lien juridique qui nous contraint à faire ou à ne pas faire quelque chose. Exemple, le respect de la vie d'autrui, le paiement des impôts. Et enfin, nous avons le pouvoir d'ester en justice. C'est la faculté de pouvoir saisir le juge lorsque ses droits sont biaisés, bafouillés ou tout simplement violés. Exemple, je porte plainte contre Monsieur X pour avoir porté atteinte à ma propriété. Il y a eu un vol ou une destruction de la chose. Quand est-ce qu'on perd la personnalité juridique? On perd la personnalité juridique au décès de la personne physique, et quand il s'agit d'une personne morale, c'est à la dissolution après liquidation. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la personnalité juridique, c'est comme la carte d'identité en droit. Sans elle, la personne n'existe pas juridiquement. Après la rubrique justice, l'écho des régions qui nous amène aujourd'hui à Difa pour parler de la vache kouri. C'est une race bovine rare de la région de Difa qui est aujourd'hui menacée d'extinction. À raison des changements environnementaux et des pratiques d'élevage modernes, la population de cette espèce diminue progressivement, posant un risque pour sa survie. Pour mieux comprendre les enjeux liés à la préservation de la vache kouri, écoutons ce reportage de notre correspondant à Difa, Guidi Abdraman. C'est une rediffusion. La vache kouri est une espèce unique qui joue un rôle crucial dans l'économie locale et nationale, contribuant à la subsistance de nombreuses familles d'éleveurs à Difa. Maud Abakoura, responsable de l'ONG Kouri, un projet de sauvegarde de cette race, explique. L'élevage contribue aussi au PIB de la région de façon significative. Deuxièmement, du point de vue social, c'est un facteur de création d'emplois. Aujourd'hui, vous voyez combien de milliers de jeunes qui sont éleveurs de vaches Kouri. Donc, si l'élevage est florissant, donc les jeunes vont avoir d'emplois. Et surtout, surtout c'est les femmes qui font déjà gérer autour du beurre et autour du lait et ses dérivés. Mais aussi, il y a une industrie de transformation du lait naissante. Vous voyez, dans les villes, il y a des unités de transformation du lait en lait yaourt. Et c'est vraiment à encourager. Cependant, les défis ne manquent pas. Les éleveurs doivent faire face à des problèmes d'insécurité et de santé récurrents chez les animaux. Des efforts sont fournis pour les traitements et vaccinations régulières afin de maintenir les troupeaux en bonne santé et en sécurité. À chaque période, il y a des traitements et des vaccinations qu'il faut faire. En début d'hivernage, nous conseillons aux éleveurs d'aller vers les services d'élevage compétents pour demander quel type de vaccination, quel type de déparasitage ils devront faire ça. Le challenge auquel nous sommes confrontés, c'est qu'on assiste à des vols excessifs des animaux. Des vols excessifs, il y a des bandits armés qui partent prendre les troupeaux, vraiment ils liquident ça par des raisons informelles. Et ça, le problème, c'est que non seulement on liquide l'économie locale, mais aussi on crée des conflits. Actuellement, on est en train de gérer ce problème et heureusement le gouverneur a interpellé Kouri et Arène et vraiment on est en train de résoudre le problème entre les deux catégories. Et pour ce qui est des bandits armés pour le vol des animaux aussi, je pense que ça, le gouverneur est en train de prendre des dispositions par rapport à ça. L'un des obstacles à la survie de la vache kouri reste la dégradation de son habitat naturel, exacerbée par le changement climatique qui réduit les zones de pâturage disponibles. Les pratiques d'élevage modernes, moins respectueuses des traditions locales, compliquent également la préservation de cette race unique. Les problèmes qui minent l'élevage de cette race, le premier élément, c'est que, particulièrement dans le lac Tchad, avec les effets du changement climatique, on a constaté un débordement des îles du lac Tchad. Donc, toutes les îles de pâturage ont été occupées, de telle sorte que le pâturage est quasi inexistant au niveau de l'île du lac Tchad, de sorte que ces vaches sont obligées même de brouter le prosopis, qui a des effets négatifs sur eux parce que ça pousse au niveau de la panse et ça tue les vaches. Le deuxième élément, c'est que, comme le cheptel kouri
et rétractés dans les îles du lac Tchad qui ne sont pas accessibles pour les raisons que vous connaissez. Il y avait vraiment des cas de maladies qui ont vraiment décimé. À la date d'aujourd'hui où je vous parle, les éleveurs ont perdu à plus de 60% leur cheptel. J'ai attiré leur attention de faire le stockage de cheptel courri. Face à cette situation, Modou Abakoura lance un appel aux autorités et aux partenaires pour renforcer les activités de sauvegarde de la vache Kouri. Il souligne l'importance de mettre en place des mesures pour protéger cette espèce emblématique essentielle non seulement pour la biodiversité, mais aussi pour le patrimoine culturel et l'économie de la région de Difa. Je lance un appel au gouvernement pour que vraiment qu'ils orientent un peu plus d'attention dans le secteur de l'élevage de Kouri pour pouvoir un peu sauvegarder cette race parce que c'est un cri d'alarme, cette race est en train de disparaître. Mais aussi pour des raisons sécuritaires, ils doivent investir dans ce secteur-là pour vraiment un peu créer les conditions du retour d'une paix durable dans la région de Difa. Sans une intervention, la vache Kouri pourrait bientôt devenir un souvenir, emportant avec elle une part du patrimoine de Difa et de ses éleveurs. Auditrices, auditeurs des programmes du studio Kalangu, vous l'avez déjà compris, c'est l'heure de la page sport et retrouvons notre chroniqueur du jour, Abdelkarim Hassoumi Gourouza. Bonsoir Gourouza. Bonsoir Mokhtar, bonsoir Nafissa. Bonsoir Gourouza. Gourouza, nous allons commencer cette page sport avec ces deux matchs en retard de la Super League qui seront joués pour le compte de la 20e journée aujourd'hui même à Niamey. Oui, Mokhtar, l'Olympique FC et les Lions du Lac-Kouroussou seront face à l'AS Police et le Sahel FC affrontera l'AS Douane. La 21e journée débutera le 23 avril 2026. Il y aura la rencontre AS ZAM contre OFC. AS Police sera face au Liberté FC, AS Université contre GST de Tawa, AS Douane face à la Renaissance. Espoir de Zender va accueillir Tagour de Dosso et la gendarmerie va affronter l'AS Nigélec. La garde nationale sera face à l'Urana d'Arlit et le Sahel va croiser le fer. C'est un programme assez chargé. Mais oui, on espère que des résultats mais c'est des rencontres alléchantes. Ça, c'est sûr. Alors, nous allons maintenant parler du Kung Fu au Niger avec un maître du nom de Diallo Amadou Brema, n'est-ce pas? Oui, Nafissa, il est né vers 1997 à Tassikwari, dans la commune de Saï. Brema découvre le Kung Fu à l'âge de 10 ans grâce à son oncle. Il a obtenu sa ceinture noire de taekwondo en 2025. Au lieu de suivre le taekwondo, il a suivi le Kung Fu. Il est véritablement engagé pleinement dans cette pratique de Kung Fu à l'université islamique de Saï sous l'encadrement du maître Salif Koni. Aujourd'hui, maître Diallo dirige 2 clubs de Kung Fu à Niamey. L'un à l'université Abdoumouni Diofo de Niamey, l'autre près de la grande mosquée Kadhafi de Niamey. Il encadre plus d'une trentaine de pratiquants actifs et plus de 50 inscrits depuis 2022. Et pour le club universitaire seulement. Abdelkarim Hassoumi Gourouza, le parcours de Maître Diallo est-il aussi marqué par des distinctions? Ah oui, Mokhtar, en effet, il a eu une médaille d'argent au niveau du 5e championnat national, médaille d'argent aux championnats régionaux de Douchi et de Saï également. Il a obtenu des médailles, ainsi qu'une médaille de bronze à Niamey. Son ambition seulement, Mokhtar Nafissa, est voir le Niger briller à l'international dans cette discipline encore peu connue, je vais dire, le Kung Fu selon lui. On lui souhaite bon vent. Mais le Kung Fu, ça vous rappelle quelque chose? Les films de Jackie Chinois. Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces informations sportives, Abdelkarim Hassoumi Gourouza. À présent, écoutons les sages conseils de l'équipe femme du studio Kalangu, n'est-ce pas, Nafissa? Oui, dans le loti du jour, l'équipe femme du studio Kalangu aborde la question des dépenses ostentatoires que les jeunes mariés font supporter à leur futur époux dans le cadre de la cérémonie du mariage qui doit sceller leur union. Des sommes exorbitantes, souvent pour des futilités, suivant donc les conseils des femmes
femmes de Studio Kalangu. J'en ai ras-le-bol. Wallah, je n'en peux plus. Où vais-je trouver toute cette somme? À chaque fois, vous ne faites que me demander de l'argent. Le jeune marié. Mon cousin, qu'est-ce qui ne va pas? On t'entend depuis la porte. Vraiment, cousine. Elle me fatigue beaucoup. Hier seulement, elles m'ont demandé 250 000 pour la cérémonie traditionnelle qui aura lieu la semaine prochaine. Donc hier, tu avais donné 250 000 à la jeune mariée. Oui. À moi, je pense que c'est toi. Hein? Oui, c'est avec ça, elles vont faire la décoration, la sonorisation, l'invitation des artistes percussionnistes, la tenue traditionnelle de la jeune mariée et des filles d'honneur aussi. Ah, d'accord. To, maintenant, c'est quoi le problème? Cousine, le problème est que la jeune mariée vient tout juste de m'appeler pour me demander d'apporter 500 000 francs encore pour les 2 autres cérémonies traditionnelles restantes. 500 000? Hey. Elle croit que tu ramasses l'argent ou quoi? Vraiment, c'est trop. Attends, donc si je comprends, elles veulent faire 3 cérémonies traditionnelles pour un seul mariage? Justement, Wayna. Ah, attends. Pourquoi faire autant de dépenses? Ils auraient dû programmer les 3 cérémonies traditionnelles ensemble. Ce n'est pas mieux. Exactement. C'est ce que j'essaie d'expliquer à ma future femme. Mais elle refuse catégoriquement de comprendre. Anifa a refusé. Wallah, cousine, elle refuse. Attends, sors ton téléphone et appelle-la. Je lui parlerai personnellement. Oui, c'est quoi ces manières? Faire 3 cérémonies traditionnelles pour un seul mariage? Elle croit qu'on ramasse l'argent ou quoi? Allô? Oui, chérie, comment tu vas? Justement, je t'appelle concernant les 3 cérémonies traditionnelles. S'il te plaît, chérie, on en a déjà parlé. Ça sera 3 cérémonies traditionnelles successives. On ne peut pas les faire ensemble. On fera la cérémonie traditionnelle de l'ethnie de mon papa, celle de ma mère et celui de votre ethnie, comme je vais bientôt intégrer votre famille. On s'est déjà mis d'accord sur ça bien avant que tu n'amènes ta dot, ou bien? Oui, mais je ne savais pas que ça demandait autant de dépenses, chérie. 750 000 pour les cérémonies traditionnelles seulement. Hey chérie, Bani, Bakaraïse, voilà ici une Bakarano. Hey, tu sais qu'on ne peut pas changer le programme en moins de 2 semaines de la fête. J'ai déjà informé les gens. Que vont penser mes amis? Il ne faut pas me mettre la honte, s'il te plaît. Diam, je ne vais jamais te Hey, passe-moi le téléphone. Belle sœur, nous te comprenons. Mais elle vient de réaliser que tout ça engendre énormément de dépenses. Avec les 250 000 qu'il avait donnés, vous pouvez faire les 3 cérémonies traditionnelles ensemble. Et aussi, les invités peuvent par exemple porter chacun sa tenue traditionnelle. Mais les gens ne vont pas aimer. Presque toutes mes amies qui se sont mariées ont fait leur cérémonie traditionnelle séparément. Pourquoi c'est à moi de les combiner? Si c'est le cas, je vais tout annuler même. Ah non, belle sœur, faut pas tout annuler. Nous devons juste essayer de nous mettre d'accord. Faire des cérémonies traditionnelles est une bonne idée parce que ça nous permet de découvrir nos traditions. C'est juste que s'il dépense le pain qu'il a dans votre mariage, qu'est-ce que vous allez manger après le mariage, hein? Tu voudras également vivre dans de bonnes conditions après le mariage ou bien? Oui, belle sœur. Et n'oublie pas aussi la cérémonie du cocktail, qui demande d'ailleurs beaucoup d'argent vu le nombre d'invités, sans compter l'argent de la dot qu'il a amené, l'argent de la tresse, du henné, des maquillages, etc. Ne regarde pas ce que vont penser les gens. De toute façon, ils vont sûrement critiquer. Donc, il faut planifier les choses en fonction des moyens de ton mari. S'il avait les moyens, il n'y a aucun souci. Vous pourriez même faire les cérémonies traditionnelles de toutes les ethnies du Niger. Tu as vraiment raison, belle-sœur. Maintenant, comment on va faire? J'ai déjà informé tout le monde et la cérémonie, c'est dans 2 semaines. Ah, ne t'en fais pas, ma belle. Vous pourriez juste faire une des annonces. En annonçant que toutes les cérémonies traditionnelles seront combinées. Il y aura des artistes qui vont bien animer, il y aura des belles décorations et les invités seront libres de porter leur tenue traditionnelle. Et tu verras, ma belle, comment la cérémonie sera grandiose. Cela permettra aussi à chacun de promouvoir son ethnie. Voilà, c'est ce que je lui disais depuis. Vraiment, c'est une bonne idée. Ça nous empêche aussi de faire beaucoup de dépenses avec les 3 tenues traditionnelles, surtout nous les filles d'honneur. D'accord, merci beaucoup pour vos conseils. Et désolé aussi, chérie, d'avoir contesté ta décision. Ah non chérie, tu n'as pas à t'en faire. Tout est bien qui finit bien. Voilà. Merci également à ta cousine d'avoir vraiment intervenu. Sinon, elle n'aurait jamais pu accepter. Hein. Ah, pas de quoi, frangin, c'est la moindre des choses. Et aussi, merci à toi également, belle-sœur, pour la compréhension. To, puisque les 3 cérémonies traditionnelles seront organisées ensemble, cousin, il faut leur augmenter un peu d'argent pour que la cérémonie soit inoubliable. Ou bien, belle-sœur? En tout cas, ton idée n'est pas mal. Vous recommencez. C'est les Allemands qui disent « Bon, d'accord, il n'y a pas de problème, je vais augmenter. »
Ok chérie, je te laisse à tes occupations. Prends soin de toi. D'accord chérie, fais pareil de ton côté. À plus. Belle soeur, bye. Bye bye. C'était là la rubrique Loti du jour. Merci pour vos multiples conseils. Et nous sommes à la fin de votre émission Le Niger sur Kalangou. Au micro, Mokhtar Amadou et moi-même, Nafis Adam Sirfo. La technique a été assurée par Seini Saka et Adama Dawaki à la supervision de l'émission. Rendez-vous demain avec un autre duo pour un nouveau numéro de votre émission Le Niger sur Kalangou. Et d'ici là, passez d'agréables soirées en compagnie de nos radios partenaires. Merci, au revoir.